Bonjour à tous, bonjour à toutes, et bienvenue à ce dévoilement de la voiture de la Lausanne Racing Team. Je me présente, je m'appelle Pierre-Georges, je suis étudiant en master de génie mécanique à l'EPFL et je suis le président de la Lausanne Racing Team. Ce soir, on va vous présenter notre équipe, nous présenter la façon dont on a travaillé, la façon dont on a développé cette voiture. Vous rencontrerez certains de nos partenaires et ensuite, évidemment, on vous dévoilera en exclusivité notre première voiture. Sans plus attendre, plongeons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que la Formula Student? La Formula Student est une compétition universitaire, une compétition d'ingénierie qui oppose beaucoup d'universités européennes aux quatre coins de l'Europe, puisque la Formula Student n'est pas une compétition, mais bien 8 compétitions qui ont lieu sur 8 circuits légendaires à travers l'Europe, des circuits comme le circuit de Hockenheim en Allemagne, le circuit de Silverstone en Angleterre, ou encore le circuit de Montmelo à Barcelone. Cette épreuve existe en Europe depuis les années 2000. C'est une épreuve qui rassemble près de 60 équipes dans chaque compétition, toutes catégories confondues. Et cette année, nous sommes fiers de pouvoir participer pour la première fois à l'EPFL à 2 de ces compétitions. La Formula Student, en tant que telle, c'est différentes épreuves. On a une première catégorie d'épreuves, c'est les épreuves qu'on appelle les épreuves statiques. Pendant ces épreuves, on va pouvoir présenter la façon dont on a développé notre voiture à différents juges qui vont analyser et qui vont nous donner des points en fonction de notre développement et de notre présentation. Donc ces événements sont divisés en 3 sous-catégories. On a donc le design review où on présente exactement comment on a développé la voiture. Ensuite, on a le cost and manufacturing dans lequel on présente la gestion des coûts et la réelle façon dont on a construit notre voiture. Et enfin, on a une business plan presentation, durant laquelle on va devoir présenter un business plan fictif, dans lequel on aurait mis la voiture en commercialisation. Ensuite, on a les événements qu'on appelle dynamiques. Et le premier de ces événements est l'épreuve d'accélération. C'est une épreuve qui parle un peu d'elle-même. On a simplement une épreuve de ligne droite de 75 mètres au chrono. La voiture la plus rapide à passer ces 75 mètres gagne la compétition. Chaque équipe dispose de 4 essais avec 2 pilotes différents, donc 2 essais par pilote. Et c'est donc sur cette épreuve qu'on voit en quelque sorte la partie la plus impressionnante, qui est l'accélération de ces voitures, comme on peut le voir sur ces images, avec énormément de couples dès le départ. Ensuite, nous avons l'épreuve de skid pad. L'épreuve de skid pad est simplement une épreuve de figure de 8. Comme on peut le voir ici, les voitures entrent en ligne droite, font un premier 8, font à chaque fois 2 tours de chaque cercle. Chaque tour est chronométré et c'est le meilleur chronomètre de chaque tour qui va rentrer en compte. Encore une fois, évidemment, le meilleur chronomètre va gagner cette épreuve. Ensuite, l'épreuve la plus importante des épreuves dynamiques est l'épreuve d'autocross et l'épreuve d'endurance. Ce sont 2 épreuves qui peuvent s'assimiler en quelque sorte à une qualification et à une course sur une course automobile plus classique. L'autocross est donc un tour complet de la piste créée spécialement pour la Formula Student et l'endurance représente 22 km autour de cette piste, qui représente du coup à peu près 22 tours de cette piste exactement. Durant l'épreuve d'endurance, l'efficacité énergétique de la voiture est également mesurée. On peut gagner énormément de points simplement avec une bonne gestion de l'énergie sur cette course. 22 km, ça ne paraît peut-être pas grand-chose, mais à l'échelle de nos voitures, c'est quelque chose où beaucoup de voitures cassent durant ces 22 km. Et donc, c'est là vraiment le gros défi de la compétition. Et donc, c'est cette épreuve qui ramène le plus de points. Et donc, simplement finir la compétition, pas forcément avec le meilleur temps, ramène déjà beaucoup de points. Donc, c'est là-dessus que toutes les équipes vont parier pour pouvoir finir. Enfin, j'ai parlé qu'on allait participer à 2 compétitions. Nous avons décidé de participer à 2 compétitions précises. On a passé les qualifications pour chacune de ces épreuves. Nous avons sélectionné l'épreuve d'Allemagne à Hockenheim, puisque c'est l'épreuve la plus prestigieuse en tant que telle. C'est l'épreuve que tous les professionnels de l'industrie surveillent. C'est là que énormément de constructeurs automobiles viennent recruter leurs futurs ingénieurs.
Et c'est une épreuve qu'on a sélectionnée également, puisque lors des qualifications, c'est là que nous avons réalisé notre meilleur score. Nous sommes en effet qualifiés 2e sur 40 participants et sur une centaine de prétendants pour cette épreuve. La seconde épreuve que nous avons sélectionnée est l'épreuve d'Espagne, sur le circuit de Montmelo, où nous avons décidé d'y aller, puisque c'est l'épreuve qui a lieu après l'Allemagne. Et donc nous serons sûrs d'avoir déjà une voiture fiable qui a fait ses preuves et où nous avons déjà eu des premiers scores. Enfin, pour participer à toutes ces compétitions, on a besoin d'une équipe. Notre équipe, vous allez la rencontrer un peu plus tard, elle est constituée de 65 étudiants, qui est sous-divisée en 5 divisions techniques, qui va permettre de développer la voiture dans tous ses détails. Ça fait maintenant 1 an et demi qu'on travaille sur cette voiture. L'association de la Lausanne Racing Team a en effet été créée en septembre 2017, sous l'initiative d'un professeur qui nous a simplement conseillé de participer plus souvent à ce genre de compétition. Avec un ami, autour d'une discussion, nous avons réalisé qu'aucune épreuve automobile avait lieu à l'EPFL. Nous avons donc décidé de tester, de voir si les étudiants pouvaient être intéressés. Et en à peine 24 heures, nous avions déjà 30 étudiants qui étaient passionnés d'automobile et prêts à s'investir pour faire ce nouveau défi. Nous avons donc décidé de lancer le projet, nous avons lancé les procédures et dès janvier 2018, nous avons commencé à travailler directement sur la voiture pour obtenir aujourd'hui la voiture qui est pour l'instant cachée sous ce beau drap. Nous avons effectivement pu travailler sur cette voiture, mais nous n'avons jamais pu faire tout ça tout seul. Tout ça a eu lieu grâce à l'EPFL, grâce à un grand nombre de partenaires, mais surtout l'EPFL qui nous a aidés dans différents domaines. Dans un premier lieu en nous donnant des crédits. Donc le travail qui est fait sur cette voiture par les étudiants est crédité pour leur diplôme. Et ça nous permet d'avoir réellement beaucoup de temps disponible pour développer la voiture et pour construire cette équipe. En plus de ça, l'EPFL nous apporte un soutien financier et également un accès à des espaces et à des professionnels qui permettent de nous conseiller et qui permettent de construire vraiment tout cela, puisque c'est une voiture qui n'a pas été construite dans un garage avec 3 outils. Nous avons eu accès à de nombreux espaces qui ont voulu beaucoup nous aider. Dans le cadre de l'EPFL, nous sommes justement encadrés par notre coordinateur Samuel Couture, et qui donc va maintenant nous parler un peu plus précisément de ce que l'EPFL a fait pour nous et tout ce qui a été fait donc à l'EPFL. J'accueille donc Monsieur Samuel Couture. Bonsoir à tous. Donc, comme m'a présenté Pierre-Georges, je te remercie. Je m'appelle Samuel Couture. Mon rôle, c'est un peu d'aider les étudiants à trouver leur voie à l'EPFL. Pour vous, l'EPFL, ça peut être quelque chose où on voit des étudiants qui sont dans un auditoire en train de suivre des cours plus théoriques. On développe, on éduque justement et on enseigne à ces étudiants à devenir les ingénieurs de demain. Il faut savoir que l'EPFL essaye de mettre de plus en plus en avant de mettre de plus en plus en avant 3 points. C'est déjà l'apprentissage par la pratique. Ce projet, à mon avis, parle de lui-même. Comme vous allez pouvoir le voir par la suite, ils n'ont pas juste été derrière un ordinateur à designer leurs pièces et à les imaginer et à s'arrêter là. Ils ont été jusqu'au bout. Ils ont été construire leur voiture qui va vous être présentée juste après. Un autre point important, c'est aussi la collaboration interdisciplinaire. Peut-être ça parle moyennement pour certaines personnes, mais parfois un ingénieur en électricité qui doit travailler avec un ingénieur en mécanique ou plus largement avec des designers, etc. Parfois, les discours entre les différents corps de métier est difficile et c'est un point qui demande un peu à être mis en avant plus fortement pour vraiment former des ingénieurs de demain prêts à discuter avec tout le monde. Enfin, il y a aussi une volonté un peu d'avoir des liens un peu plus forts avec les entreprises. Ces 3 points, peut-être vous en avez déjà entendu parler. Il y a d'autres projets du style de la Lausanne Racing Team qui ont déjà eu lieu précédemment, qui avaient déjà un certain renom. Je parle notamment du Solar Decathlon, une maison qui a été faite par des étudiants et qui a été proposée dans une compétition aux États-Unis et qui est revenu vainqueur. Également le projet de EPFL Hyperloop qui a l'année passée fait des très bons résultats pour une première participation et qui se relance cette année. On voit de plus en plus justement ce genre de projet qui se lance et qui plaisent vraiment aux étudiants car ils peuvent mettre la main à la pâte et apprendre toute la complexité du métier d'ingénieur. Pour revenir un peu plus brièvement sur l'EPFL, l'EPFL n'est pas juste un soutien d'éducation et un soutien aussi
comment dire, enfin bref, d'éducation. Il amène justement un support financier, un support administratif aussi à l'équipe. Il faut savoir que sans argent, on ne va pas très loin. Donc, il est toujours nécessaire d'avoir un peu d'argent au début pour pouvoir se lancer. Également des conseils sur tout ce qui est tout ce qui est un peu plus administratif, comment gérer des commandes, comment signer des contrats, etc. Tous ces côtés-là qu'on n'a pas forcément en tant qu'ingénieur dans notre cursus. Et aussi un soutien technique. Dans ce point-là, je profite juste de signaler 3 nouvelles initiatives qui essaient justement de mettre en avant les 3 points que j'ai cités précédemment, l'apprentissage par la pratique. Il y en a un, c'est déjà les DLL, qui est un grand espace, une grande infrastructure mise en place par l'école qui souhaite justement proposer aux étudiants justement l'accès à tous ces points techniques pour les étudiants, être un premier point de contact, amener aussi le support financier initial. Et c'est vraiment une grosse structure qui est en train d'être mise en place. Ils ont notamment pu utiliser par exemple un espace pour faire du composite par eux-mêmes et apprendre toutes les complexités de ce design. Un autre espace s'appelle le Skill. Le Skill est un espace qui est vraiment destiné aux étudiants bachelor et master qui souhaitent faire quelque chose de concret, prototyper quelque chose avec leurs propres mains et qui ne savent pas forcément où trouver leur chemin à l'EPFL. Comme vous pouvez le voir, la LRT a pris quelque peu l'espace dans ce bâtiment. J'en suis le coordinateur. Et si jamais, si le samedi et dimanche c'est libre, c'est juste parce qu'on est fermé en ce moment, du coup, ils n'avaient pas le choix en fait. Enfin, un point vraiment important à mon avis, qui est important de souligner, il y a aussi tous les ateliers professionnels de l'EPFL. Je tiens à souligner notamment l'atelier ATMX qui a permis de faire la soudure de toute la voiture et ainsi que des pièces très importantes. C'est un des ateliers parmi tant d'autres. Et sans eux, à mon avis, les conseils techniques aux étudiants et la réalisation des pièces et de la voiture n'aurait pas pu être faisable. Pour revenir un peu plus à la LRT, parler de cet apprentissage pratique qu'ils ont pu expérimenter, je tiens à prendre en avant par exemple l'exemple du composite qu'ils ont déjà pu expérimenter avec des points forts et des points faibles. Ils ont pu apprendre à théoriquement faire un moule déjà, apprendre à concevoir quelque chose de rapide, prototyper quelque chose vraiment rapide, pouvoir le tester, s'assurer que ça fonctionne. Après, on a un premier prototype. Qu'est-ce qu'on peut en faire? On peut en faire un siège et puis il manque juste à percer encore un trou pour pouvoir mettre la bière et puis on y est bien. Ensuite, d'une fois qu'ils ont fait un moule, ils ont appris toute la complexité de l'utilisation d'une fraiseuse CNC. On passe à la réalisation en composite de la pièce, au drapage du composite. Comme on peut le voir ici, ils ont vraiment appris les bonnes pratiques. Et enfin, une des étapes que certains aimeront, certains n'aimeront pas, c'est vraiment le ponçage à la main, parfois, avec des outils électroportatifs aussi. Certains disent qu'ils apprécient parce que c'est le seul moment où ils ont vraiment le contact avec leur matière, leur voiture. Ils sentent ce feeling qui est assez fort. D'autres, le ponçage, on sait ce que c'est. Donc, pour moi, je voudrais juste revenir et mettre quelques mots pour terminer sur cette équipe. À mon avis, elle a vraiment plusieurs particularités. Si je devais en citer une déjà, c'est l'esprit d'équipe. À mon avis, vous pourrez vraiment vous en rendre compte par la suite. C'est une équipe forte qui sait communiquer entre elles, s'organiser. On voit qu'il y a vraiment une forte cohésion, qui sont vraiment passionnés par leur projet. Et la passion amène vraiment un enthousiasme qui est partagé. Vous le verrez aussi quand ils parlent de leur voiture, c'est eux qui l'ont conçue. Ils savent tout le travail qu'ils ont fait derrière. Et à mon avis, ça c'est une valeur inestimable pour tous les membres de cette équipe. Vous verrez quand ils vont vous parler à l'apéro, essayez de pas trop de les challenger, ça va prendre du temps. Hein. Après, un autre point, on parle quand même de cette passion, mais on a aussi, ce qu'on peut voir, et je trouve que c'est peut-être un des points forts de cette équipe, comparé à peut-être d'autres équipes qui sont aussi à l'EPFL, c'est l'autonomie. Ils sont tellement passionnés par leur projet, ils ne veulent pas lâcher la chose, peu importe s'ils ont des obstacles, ils essaient de trouver vraiment une autonomie particulière, propre à leur équipe, pour vraiment continuer petit à petit et arriver à leur but, c'est de participer à ces compétitions qui seront au mois d'août, et surtout à vous présenter une sacrée voiture ce soir, pour savoir qu'il y a une semaine, c'était pas comme ça. Enfin, j'ai mis le mot professionnalisme. Bien sûr, on ne va pas utiliser ce terme au sens propre, ce n'est pas des professionnels d'un corps de métier qui vont être formés. On ne peut pas dire que parce qu'ils ont fait une fois du composite, c'est des pros du composite. Je pense que mon lab manager du skill pourra en parler. Mais c'est vraiment quelque chose à laquelle on voit qu'ils tendent. On voit qu'ils viennent utiliser les différents espaces, discuter avec tous ces techniciens, ils essayent d'apprendre aussi rapidement que possible, inculquer les bonnes pratiques. Et si le PFL veut mettre en avant justement tous ces côtés pratiques, une chose qu'on veut faire aussi à travers l'école, c'est de leur apprendre à faire les choses justes, bien et proprement.
Donc voilà, juste pour conclure, je voulais quand même dire un grand bravo à toute l'équipe, parce que c'est une des seules occasions où je peux vraiment le dire avec tout le monde directement. Comme je vous ai dit, vous allez pouvoir voir leur passion par la suite. Merci. Merci Samuel pour ces très beaux mots. Et encore une fois, merci à l'EPFL de nous permettre de réaliser un peu, à mon avis, le rêve de chacun, de construire une voiture par nous-mêmes. L'EPFL nous permet effectivement de construire notre voiture, nous donne beaucoup de soutien un peu dans tous les domaines. Mais au-delà de ça, en étant étudiant à l'EPFL, on est très influencé par son état d'esprit. En effet, l'EPFL se dit vouloir former les leaders technologiques de demain. Et c'est certainement ça qui a entraîné cette soixantaine d'étudiants à vouloir créer cette association, construire sa voiture et ne rien lâcher jusqu'au bout. Également à l'EPFL, vous l'aurez certainement remarqué à travers le campus, le développement durable est vraiment quelque chose qui tient à cœur, quelque chose qui est très développé. Et c'est encore une fois quelque chose où on a été extrêmement influencé. Et c'est pourquoi que dans notre voiture, un grand nombre de décisions de design technologique ont été prises dans cette direction. Effectivement, c'est pour ça qu'on est parti sur une voiture électrique, c'est en partie pour ça. Et c'est également pour ça que nous avons évité la fibre de carbone, qui paraît être la solution pour obtenir des pièces mécaniques de forte résistance avec un faible poids. Et nous avons choisi, à la place de la fibre de carbone, nous avons choisi la fibre de lin, qui est quelque chose qui est en train de se développer en ce moment, qui coûte encore relativement cher par rapport à la fibre de carbone, mais qui, avec encore du développement, peut représenter une remplaçante en quelque sorte réelle de la fibre de carbone d'ici quelques années. Cet aspect écologique, cet aspect durable qu'on a développé dans notre voiture, c'est aussi ça qui séduit beaucoup. On en est très fiers, on est fiers de pouvoir développer des nouvelles technologies dès notre première voiture. Et du coup, on en parle beaucoup et on séduit beaucoup nos partenaires dans ce domaine. Et c'est grâce à ça que nous avons créé un partenariat avec la commune de Saint-Sulpice. Et donc, nous allons maintenant accueillir Madame Cécile Teumann, qui va nous parler un petit peu de la relation écologique que la commune de Saint-Sulpice apprécie particulièrement dans notre équipe. C'est pas grave. Bonsoir. Messieurs les vice-présidents, monsieur le président du Lausanne Racing Team, mesdames et messieurs les membres de toute l'équipe, mesdames et messieurs. La première fois que j'ai entendu parler de ce projet de voiture de course à Saint-Sulpice, j'ai cru qu'ils nous avaient confondus avec Monaco. C'est sûr, nous avons un magnifique rivage, mais de là à avoir notre propre circuit, voilà. Puis j'ai réalisé qu'en fait, la conception de cette voiture, avec des techniques novatrices de propulsion électrique et fibres naturelles pour la carrosserie, répondait totalement à deux objectifs que la municipalité s'était fixés, à savoir soutenir des projets de développement durable et promouvoir notre collaboration avec les hautes écoles. Voilà, ceci fait, il fallait quand même trouver un lieu où pouvoir monter cette voiture, ce qu'on a cherché. Et puis on a trouvé un local, alors peut-être voué à terme à la démolition, mais en l'état parfait pour un tel projet d'étudiants, puisqu'il s'agit en fait d'une ancienne école. Donc nous sommes très heureux d'accueillir ce groupe de jeunes hyper motivés, passionnés, enfin vous l'avez vu et je crois que vous allez encore les voir. Et puis nous sommes aussi très très fiers qu'il nous ait choisis pour la première démonstration de ce bolide, si je peux dire bolide. En effet, sa première sortie sur route aura lieu le dimanche 30 juin sur la place du débarcadère. Vous êtes évidemment tous cordialement invités à venir voir des démonstrations live de la voiture, intercalées d'explications et d'autres surprises. Et puis ensuite, la voiture sera montrée aux élèves des classes voisines et elle partira à l'assaut du circuit du Formula Student. Nous réalisons la chance que nous avons d'être liés à ce projet en espérant secrètement que les innovations liées à sa conception auront du succès et pourront être reprises dans les années à venir par l'industrie automobile, hein, on peut rêver. Mais pour le moment, nous vous souhaitons à tous bonne chance et nous nous réjouissons de voir cette voiture rouler et nous espérons foncer vers la victoire. Merci.
Merci donc à Madame Teumann et merci encore une fois à la commune de Saint-Sulpice de nous fournir ce formidable endroit qui nous permet d'assembler la voiture que vous avez maintenant sous les yeux. Enfin, encore un peu cachée. Donc, la direction électrique et écologique que nous avons prise n'était pas uniquement vouée à l'écologie. Évidemment, vous avez certainement remarqué qu'en ce moment, l'industrie automobile se dirige de plus en plus dans le domaine électrique. En tant qu'ingénieur, en tant qu'étudiant ingénieur, je pense qu'une bonne partie de notre équipe a l'intention et l'envie d'aller travailler dans l'industrie automobile derrière. Et travailler sur une voiture électrique nous permet de développer les skills, nos compétences pour ensuite pouvoir avoir un réel atout à présenter à une compagnie à la sortie de notre diplôme. C'est dans ce cadre-là également que nous sommes heureux d'avoir parmi nos partenaires un des plus grands constructeurs au monde, si je puis dire, et particulièrement son revendeur lausannois, puisque nous avons, je pense que vous l'avez deviné au vu de la couverture, le centre Porsche de Lausanne en tant que partenaire, ainsi que son équipe de course locale, Orchid Racing Team. Et nous avons ce soir la chance d'accueillir Monsieur Giordano de Porsche Suisse, qui nous explique un petit peu comment Porsche est impliqué dans le domaine électrique. Merci et bonsoir et bienvenue de part de Porsche Suisse. Je vais essayer de faire la présentation en français. Je peux vous assurer, je vais parler un peu plus lentement que les autres. Mais j'espère que vous me comprenez. Alors, je m'appelle Luigi Giordano, je suis de Porsche Suisse. Je suis responsable pour Smart Mobility chez Porsche Suisse. Qu'est-ce que ça veut dire Smart Mobility? Smart Mobility, c'est comme la digitalisation, ça peut être tout ou ça peut être rien. Chez nous, chez Porsche Smart Mobility, nous nous occupons de les 3 méga tendances de l'industrie de l'automobile. C'est la connectivité, l'électrification et mobility. Mais ce soir, on est ici de parler de e-performance, ça veut dire l'électrification chez Porsche. Ces 3 domaines, ce n'est pas seulement les domaines qui on travaille en Suisse, c'est part de la stratégie 2025 globale. C'est la stratégie globale de travailler sur ce domaine. On rentre un peu dans l'électromobilité chez Porsche. Qu'est-ce que ça veut dire chez nous? On n'a pas le temps, on avait avant. C'est très important parce que l'émotion, c'est très important, ça vient avec le temps. Est-ce que ça marche? Non. On essaie encore une fois. Non. Alors, je vous laisse le film sans le temps. On va voir après. Ça, c'est la première voiture électrique de Porsche. Aussi très important dans le motorsport, les voitures hybrides,
On a gagné Le Mans plusieurs fois avec les voitures hybrides. Ça, c'est la voiture hybride plus vite construite au monde, la 918. Et ça, c'est le futur, la voiture qui arrive fin de l'année. La Porsche Taycan. Ok. Alors, c'est quoi le message de ce film? Le message que c'est rien de nouveau pour nous. Ce n'est pas un départ parce que déjà depuis 8 ans, on travaille avec la voiture hybride. On a les voitures hybrides. Aussi dans le motorsport, on est on a gagné beaucoup de cours avec des voitures hybrides. Mais naturellement, la prochaine étape, la voiture complètement électrique, c'est nouveau pour nous et c'est la voiture, la Porsche Taycan qui va arriver fin de l'année. L'électrification, c'est très très sérieux chez Porsche. Tout ce que vous voyez en bleu, ce sont les nouvelles usines de production. Et la production s'est faite à Zuffenhausen, à Stuttgart. C'est une très très grand investment. Et vous voyez ici des photos de 2016 et en bas de 2018. Complètement de nouvelles usines de production. Aussi dans le motorsport, ici vous voyez la pyramide de motorsport et tout en haut, vous voyez la Formule E. On est sorti de LMP1 de Le Mans et on va rentrer dans la Formule E la saison 2019-2020. Alors aussi dans le motorsport, la direction c'est complètement électrique. On est très très clair qu'on ne va pas vendre une voiture électrique si on ne travaille pas sur les 3 domaines, produits, chargés et services. Mais naturellement, le plus important, c'est le produit. On va voir un peu en détail qu'est-ce que ça veut dire. Les produits, ici vous voyez l'évolution des voitures hybrides et voitures électriques. Cette voiture, vous avez vu dans le film. Et après, on a commencé 2010 avec le premier hybride, qui ne sont pas été des plug-ins, seulement des hybrides. Et après 2013-2014, on a commencé avec le premier plug-in hybride, aussi avec la 918 Spider. Et après, on a fait la deuxième génération des plug-in hybrides avec les Panamera, Panamera Turbo S et la Cayenne. Et ici, à Le Mans, on a gagné tout ce qu'on peut gagner avec la 9 hybride. Et la prochaine étape, c'est la Taycan et la Formule E. Alors, c'est une évolution chez Porsche. Pour comparer un peu l'évolution du produit par l'exemple du Panamera, si vous voyez l'accélération du premier hybride, et l'accélération du dernier hybride, c'est une évolution très très forte. Et aussi l'autonomie, ici on a eu 2-3 km d'autonomie et maintenant on est avec la plug-in dans une autonomie d'environ 50 km. La prochaine étape, c'est la voiture Porsche Taycan qui va arriver fin de l'année. Les données techniques que vous voyez ici ne sont pas encore fixes parce que la voiture elle est encore... on teste encore les voitures. Ce qui est absolument sûr et qui est une USP de nous, et nous sommes l'unique constructeur sur monde qui va travailler avec une tension de 800 volts. Et ça nous donne 2 très grands bénéfices comparés avec les autres. Le premier, c'est qu'on peut charger très très vite la voiture. Et la deuxième, c'est la sportivité. Ça veut dire qu'on peut répéter l'accélération plusieurs fois que peut-être des autres voitures.
Le deuxième domaine où on doit travailler pour avoir une électrification parfaite, c'est le chargement. Parce qu'on ne veut pas vendre une voiture si on ne s'occupe pas du charger la voiture. Ici, on travaille sur tous les domaines. Alors, ça veut dire le client il va recevoir des accessoires de charge en série dans la voiture. Le client il peut avoir un contrôle de la maison, s'il peut installer des chargeurs à la maison ou pas. C'est possible de charger jusqu'à 22 kW AC à la maison. Induction, ça va être possible. Mais aussi en voyage, on a le charging service, on va voir après un film, j'espère avec temps. Et aussi très important, c'est naturellement de charger aussi chez les concessionnaires. Alors, chez les concessionnaires, dans tout le monde, dans chaque concessionnaire, on peut charger AC, mais on peut aussi charger DC avec une vélocité, une capacité de 350 kW. Ça, c'est très, très rapide. Et aussi sur l'autoroute, on peut charger, comme dans les concessionnaires, dans 16 minutes, une autonomie d'environ 400 km. Ça, c'est presque la même vitesse que vous avez maintenant avec une voiture normale. On travaille aussi sur les destinations, sur les hôtels, sur les cours de golf, etc., pour avoir des chargeurs où le client Porsche il peut charger gratuit. Ionity, ce sont des chargeurs très très vite sur l'autoroute. Ici, on a fait un joint venture avec avec d'autres constructeurs de l'automobile, comme Daimler, BMW, Audi, Volkswagen. Et aussi Shell, il est rentré maintenant dans le joint venture. Cette joint venture va construire 400 stations de chargement sur l'autoroute. Si vous allez aux vacances pour charger dans environ 16 minutes, 400 km d'autonomie. En Suisse, on va recevoir 10 points de charge avec environ 4 à 6 chargeurs par point. Et 7 de ces 10 stations sont déjà finies. Dernière chose de parler, c'est de service. C'est très important d'avoir accès sur les différents points de charge, pas seulement en Suisse, mais aussi en Europe. En Europe, on va avoir environ 49 000 points de charge accès avec un service que le client il peut acheter chez nous. Okay. Ça veut dire le client il achète le service dans l'écosystème Porsche et avec ce service, il a accès sur tous les points de charge en Suisse et en toute l'Europe. Indépendant qui donne l'électricité, à la fin du mois, vous recevez une facture de Porsche avec l'électricité que vous avez consommée. Ce service, il est déjà live en Suisse et aussi dans tous les pays européens. Vous avez une application et vous pouvez aller à la station. Vous pouvez vous identifier à la station avec une carte crédit, avec une carte Porsche ou avec une QR code. Et après, le point de charge vous donne accès et vous pouvez charger simplement. Oui, ce service est déjà disponible aujourd'hui, aussi si la voiture elle va arriver à la fin de l'année. Merci beaucoup. Excusez-moi pour le problème avec le temps. Est-ce que vous avez des questions? Peut-être 1, 2 questions? Non? Ok.
Merci beaucoup. Merci à Monsieur Giordano pour cette présentation de Porsche qui illustre bien les défis qui vont devoir être relevés dans l'industrie automobile demain et les défis qui, selon moi, notre équipe va être apte à relever et va pouvoir faire avancer toutes ces technologies. Sans plus attendre, on a rencontré nos partenaires, on vous a présenté la Formula Student, notre équipe. Je pense qu'il est temps de rentrer un peu dans le vif du sujet et de voir réellement ce qui se cache sous cette couverture. Je vais donc accueillir Monsieur Pierre Dussault, notre chef technique, qui gère cette équipe d'une main de maître depuis quelques mois et qui va vous présenter les détails techniques de tout cela. Merci beaucoup Pierre. Bonsoir à tous. Je suis très heureux de vous présenter cette voiture ce soir. C'est un événement qu'on attend depuis longtemps. On est quand même une cinquantaine dans cette équipe à bosser dessus de manière ardue depuis quelques semaines. On n'a pas eu beaucoup de sommeil d'ailleurs ces derniers jours, mais on est ravis. On arrive à ce moment-là. Je suis le chef de projet, donc le chef technique de cette équipe. Est-ce que j'arrive à passer ? Et donc, en tant que chef de projet, mon rôle est d'encadrer les différentes équipes, les différentes sections. Pierre vous a dit un petit peu plus tôt, on est divisé en 5 sections techniques qui travaillent indépendamment, mais ont besoin d'être reliées à un certain point. Donc voilà, c'est mon rôle dans cette équipe. Pour commencer, je vais être assez rapide, hein, je suis relativement pressé de vous dévoiler cette voiture. Donc, je vais commencer par cette citation de M. Ross Brown, qui est assez inspirante pour nous, et qui rappelle que s'il reste bien 2 formes d'innovation en sport auto, c'est la Formule 1 et la Formula Student. Alors la Formule 1, on n'a aucun doute là-dessus. On est bon 2 tiers de l'équipe à être passionné et à réaliser que c'est merveilleux ce qu'on peut accomplir en Formule 1 pour gagner 1, 2, 3 millièmes de seconde au tour. En Formula Student, les possibilités de design sont très nombreuses et donnent libre cours à beaucoup d'innovations technologiques, de choses uniques que l'on ne trouve d'ailleurs que dans cette catégorie de course-là. Nous avons un cahier des charges assez précis qui est fixé par les règles de la compétition. Donc comme en Formule 1, on a une bonne centaine de pages de règles à dépioter et puis à observer, qui seront ensuite confrontés pendant la compétition face à des juges, des experts du monde automobile, des gens qui sont passionnés et qui sont là pour vérifier que notre design respecte ces règles, que c'est un design d'ingénieur, c'est une compétition d'ingénieurs. On n'est pas juste des fous de la vitesse, on doit présenter une voiture qui est fiable, et on va passer les 4 premiers jours en Allemagne et les 4 premiers jours en Espagne à prouver à ces messieurs que notre voiture répond à ce cahier des charges. Un de nos points fondamentaux pour le design, voilà, concevoir une voiture de course, c'est pas la chose la plus évidente qui soit, je peux vous l'assurer. C'est quelque chose dont on ne se rend pas forcément compte avant de commencer. Donc la première chose qu'on va vouloir quand on design une voiture de course, c'est optimiser le temps autour, c'est-à-dire être le plus rapide qui soit. Dans ces compétitions-là, vous l'aurez bien compris également, il y a toute une partie d'ingénierie et de présentation de la voiture, avec un business plan, avec une présentation de gestion des coûts. Donc il y a le temps autour qui est très important, et ça a été notre premier point de travail au cours du printemps 2018. Mais nous avons également un design à présenter et à prouver que notre voiture a une certaine part d'innovation. C'est la raison pour laquelle nous n'achetons pas une grande partie des pièces, que nous les faisons nous-mêmes. Des pièces aussi compliquées que le pack de batterie, par exemple, sont totalement assemblées par nous. On le verra un petit peu plus tard. Donc voilà. Si je passe maintenant en revue les quelques détails techniques de notre projet, je vais commencer avec l'équipe châssis.
Ça, c'est une photo sympathique de notre ami Jean-Pierre de la TMX, qui a été mentionné par Samuel juste avant. La TMX, c'est l'atelier de matériaux de l'EPFL qui nous a soudé notre première grosse pièce, le châssis, en janvier 2019. C'est un châssis tubulaire en acier. Tubulaire, pourquoi? C'est une solution, disons, relativement simple quand on commence en Formula Student, qui permet une grande accessibilité aux autres éléments de la voiture, puisque le châssis va permettre d'accommoder les différents éléments de la voiture et aussi, de manière ergonomique, de permettre aux pilotes de venir s'installer. Châssis tubulaire donc, et puis en acier. On a souvent la réflexion de pourquoi on ne fait pas un châssis en aluminium. Ça serait plus léger, qu'ils disent. Les règles de la compétition sont faites de sorte que des tubes en aluminium seraient aussi lourds, seraient beaucoup plus épais, donc aussi lourds au final. L'acier nous donnant une grande aisance de soudabilité, c'est ce que nous avons choisi comme solution. Donc je parlais également du pilote. Il y a une grande particularité qui a été évoquée plus tôt par Pierre, c'est la fibre de lin dans ce projet. Donc les fibres composites. Ça c'est le siège, c'est un bout du siège. J'en dévoile pas plus pour l'instant, vous verrez après. Donc c'était une des grosses innovations, si je puis dire, de notre projet. C'est quelque chose qui se voit peu en Formula Student et qui nous a apporté une grande satisfaction jusqu'à maintenant. Ça c'est quelque chose qui a été développé par l'équipe châssis. Si je passe à la propulsion, l'équipe propulsion, c'est peut-être une des équipes qui va nous donner le plus de fil à retordre. En témoigne une des 3 photos que vous voyez ci-dessus. Bon, la grosse difficulté de la propulsion, ça va être le pack de batterie. On fait une voiture électrique. En Formula Student, il y a d'autres catégories. Les voitures qui utilisent des moteurs à combustion, par exemple, qui, en quelque sorte, sont un petit peu plus faciles. Nous, on a pris cette voie-là pour les raisons qui ont été évoquées un petit peu plus tôt. Le battery pack, c'est une pièce unique qu'on doit designer spécialement pour cette compétition. On a une puissance limitée à 80 kW. Donc notre battery pack fait 80 kW. Il tient 7 kWh, ce qui va nous permettre de tenir pour la course d'endurance, qui est la course, comme l'a précisé Pierre plus tôt, la plus compliquée, avec le cahier des charges le plus compliqué à respecter. Et ce battery pack est une pièce relativement difficile à designer parce qu'elle fait appel à beaucoup de mécanique, d'électrique de puissance, d'électronique de contrôle. Il doit, par exemple, si je parle de mécanique, être capable de résister à des accélérations de 40 G. C'est quelque chose qui nous est demandé par la compétition. Pour un pack de 70 kg, ça fait 3 tonnes de force. Donc, c'est effectivement ce qui donnait beaucoup de fil à retordre à Charles sur la photo du haut, d'arriver à fitter ce genre de cahier des charges. Ce que vous voyez en bas à gauche, c'est évidemment une cellule, c'est l'unité de base énergétique de notre projet. On en a 288 à installer dans notre pack de manière la plus ergonomique possible. Les cellules, c'est des cellules lithium-ion de 3,7 volts. C'est des cellules qui viennent de Chine et qui sont assemblées ici dans un système très complexe électronique qui s'appelle le Battery Management System. La difficulté, c'est d'arriver à, en permanence, monitorer ces cellules, vérifier qu'elles ne montent pas trop en température. Et c'est ce qui cause souvent l'abandon de certaines équipes dans l'équipe d'endurance. Donc il y a aussi beaucoup de thermique liée au design d'un battery pack. De ce battery pack, on a un courant continu qui sort, 600 volts de courant continu, qui ensuite va droit dans un onduleur qui va transformer ce courant, le transformer en courant alternatif, qui sera utilisé par notre moteur, un moteur MRAX, qui est un moteur de 80 kW. 80 kW, c'est la limitation imposée par la compétition. C'est un moteur qui est donc installé à l'arrière. Notre voiture est une propulsion et qui entraîne les roues par l'intermédiaire d'une chaîne, d'une transmission par chaîne à 2 étages et d'un différentiel mécanique. Voilà, ça c'est pour la propulsion. Je crois que j'ai dit à peu près le principal. Troisième équipe, c'est l'équipe électronique. Alors ça, c'est un peu l'équipe de l'ombre dans ce projet.
on est surtout une équipe de mécaniciens en réalité. Donc les gars d'électronique, on les voit un petit peu moins parce qu'ils sont c'est souvent des microtechniciens qui sont à travailler sur des designs très particuliers de PCB. C'est eux qui designent eux-mêmes leur PCB, leur circuit électronique. Ils bossent comme des fous et les trois quarts de l'équipe ne comprend absolument rien à ce qu'ils font. Mais ils ont une motivation incroyable. Ils continuent, voilà. Bon, voilà. Heureusement, vous allez me dire, le but de l'électronique, c'est deux choses. C'est de gérer un grand nombre de capteurs qu'on a installés sur cette voiture. Le but étant de collecter des données pour les années à venir. La grosse difficulté quand on design une voiture de course pour la première fois, c'est de ne pas avoir de données expérimentales sur un travail qu'on a fait nous-mêmes. Alors on trouve énormément de ressources sur Internet, évidemment, d'informations. On peut parler à beaucoup de personnes expérimentées. Mais le manque de données on-track, comme on dit, est très compliqué à gérer. On a commencé ce projet avec des algorithmes, des simulations qu'on a faites nous-mêmes. Maintenant, on est très pressé d'utiliser l'équipe électronique pour collecter des données pendant nos séances de test et également, bien sûr, pendant les compétitions, qui nous permettront ensuite d'améliorer notre design les années qui suivent. Ils ont un deuxième rôle, c'est la protection de notre pilote, qui est un courageux pilote, parce qu'il est quand même, voilà, il est assis juste devant un moteur de 10 kg qui tourne à 6000 tours minute juste derrière sa tête, et poser les fesses sur un battery pack de 70 kg qui, on le rappelle, équivaut à 3 tonnes de charge quand il se prend un mur. Du coup, le but de l'électronique, ça va être de gérer toute la partie circuit de coupure, shutdown circuit, et de s'assurer qu'il n'y a jamais de problème d'isolation électrique, par exemple, et de couper la voiture si un certain nombre de défauts sont détectés. C'est ces défauts qui sont notamment mis en avant par la compétition, et on doit absolument faire des circuits adaptés pour contrer les éventuels problèmes électriques qu'on pourrait rencontrer, avec quand même un pack de batterie de 600 volts sur la voiture. Équipe suivante, dynamique du véhicule. C'est Vehicle Dynamics en anglais. On emploie souvent les termes anglais parce que les compétitions se passent beaucoup, tout est en anglais. Donc voilà, j'ai juste traduit. Dynamique du véhicule, ça va être pour nous en réalité la suspension, la direction, l'assemblage des roues et pour finir le système de freinage. Donc ça, c'est des très très jolies pièces. La plupart ont été faites encore par nos valeureux gaillards de l'ATMX, que nous ne pourrons jamais arrêter de remercier tellement ils nous ont aidés ce dernier mois. Et voilà, vous avez en haut à droite des porte-moyeux de roues que vous pourrez voir tout aussi brillants dans quelques minutes, je vous promets. À gauche, ce sont nos suspensions, donc des amortisseurs Öhlins qui nous sont arrivés pas plus tard que hier. Équipe aérodynamique, c'est l'équipe des rêveurs, si je puis dire. Ouais, on est toujours partagé. Est-ce qu'on va mettre de l'aéro sur la voiture? Est-ce qu'on va mettre des surfaces aérodynamiques? En soi, elle peut rouler sans. Oui, sauf que le chef de section aérodynamique, Alexis Couturier, ne l'entendait absolument pas de cette oreille-là. Et nous avons dû faire beaucoup de composites avec des succès, disons, plus ou moins relevant, si je puis dire. Et puis, voilà, l'aéro, c'est quelque chose qui n'est pas initialement nécessaire, mais qui va nous amener des performances non négligeables. Le but de l'aéro, c'est de créer de la déportance. Donc l'inverse de la portance, tout simplement en mettant des surfaces qui sont des ailes d'avion inversées et qui, pour notre voiture, à une vitesse de 20 mètres par seconde, 72 km par heure, nous permettront d'obtenir une déportance, un poids apparent supplémentaire de 80 kg. 80 kg dans ces courses d'agilité, je pense que vous avez vu sur la vidéo, il y a très peu de lignes droites, on n'a pas des voitures qui vont à des vitesses phénoménales, la nôtre ira à 100-110 km/h maximum.
mais par contre auront cette capacité à tourner énormément, à prendre des petites chicanes très rapidement. Et c'est là que le travail de dynamique du véhicule et d'aéro est très important si on veut gagner les précieux centièmes au tour. Voilà, ça c'était une petite vue d'ensemble des 5 équipes techniques. S'il vous plaît, allez discuter avec eux tout à l'heure, vous verrez à quel point ils sont motivés, à quel point ils pourront vous parler encore mieux de ce qu'ils ont fait depuis un an. Ça, c'était la partie un peu moins glamour de l'aéro. Voilà. C'est beaucoup de colle, beaucoup de ponçage, je crois que ça, voilà, ça a été dit plusieurs fois. Et à la fin, c'est magnifique. On ne sait pas comment, mais c'est absolument magnifique, vous pourrez en juger par vous-même. Notre avancement, j'ai envie ici d'être assez transparent sur ce qu'on va faire. Notre avancement, c'est que notre châssis, donc, il est complété à 90%. Il reste encore quelques fixations à poser dessus, notamment pour mettre le moteur qui n'est pas ici présent malheureusement ce soir. Donc ça, il faudra encore quelque chose à faire. Le pare-feu qui sera derrière le siège du pilote et qui le protège d'un éventuel incendie à l'arrière doit aussi être monté. Ça sera fait dans les plus brefs délais. Propulsion, c'est une partie où le design a été très avancé. En revanche, les pièces mettent du temps à arriver. Les cellules, c'est compliqué de les faire venir. Ça prend beaucoup de temps. Donc voilà, on a beaucoup d'assemblages à faire dans le mois qui arrive, si on veut pouvoir rouler début du mois de juin. Électronique, ça va aussi beaucoup avec la partie propulsion qui gère le haut voltage. La partie électronique, c'est que du bas voltage. Mais les deux travaillent ensemble. C'est ici que maintenant on va mettre une grande partie des forces de l'équipe. Il y a beaucoup de gens d'aéro, de dynamique des véhicules, d'autres équipes qui vont passer en propulsion et en électronique pour aider. Donc les gars, il va falloir apprendre ce que c'est que l'électronique. Dynamique du véhicule, 70%, encore quelques pièces à monter qui ne sont pas encore sur la voiture. On a notamment les barres anti-roulis. Il y en a une à l'avant, une à l'arrière. Donc ça, elles n'ont pas encore été montées. Et puis, il y a une grande partie d'itération pendant les tests. On va tester assez vite la voiture pour permettre de faire beaucoup de réglages. Beaucoup de réglages des suspensions notamment, qui sont prépondérantes pour nos performances en course de cet été. Aérodynamique, une belle avancée. Il reste encore quelques pièces éventuellement à refaire, qu'on peut alléger. Ça sera à discuter, mais globalement, vous le verrez par vous-même, le pack aéro est très beau et bien avancé. Enfin, à venir, on est au rollout aujourd'hui. Bientôt, bientôt elle roule. Donc dans un mois, il faut qu'elle roule. Voilà. Un mois et demi, fin mai, disons, il faut qu'elle roule. On ne peut pas attendre plus longtemps, tout simplement parce que les compétitions sont en août et qu'il faut qu'on se libère assez de temps pour tester la voiture. Donc, on a énormément de boulot encore pour arranger toute cette propulsion et se préparer à tester la voiture. Fin juin, essai public. Merci Madame Toyman. Comme précisé plus tôt, on sera à Saint-Sulpice, l'événement un peu glamour de l'année pour nous, au bord du lac, devant le débarcadère. J'espère que le soleil sera au rendez-vous. Et puis nous serons en compétition à Hockenheim et à Montmélo en août. Sur le plus long terme, la saison prochaine, parce que ici, si on fait une voiture de course, c'est pas pour la présenter une seule fois et arrêter en septembre. C'est pour s'améliorer d'année en année sur le modèle de grandes équipes comme celle de Zurich, qui seront bientôt, je l'espère, nos meilleurs ennemis, et qui sont, eux, en Formula Student depuis plus de 10 ans, dans la catégorie électrique notamment. Donc première itération de notre design la saison prochaine. Le but sera probablement de reprendre beaucoup de choses qui ont été faites, de ne pas forcément vouloir aller trop loin dans l'innovation, mais plutôt d'améliorer, d'alléger. Beaucoup de nos pièces sont surdimensionnées parce qu'on veut une voiture avant tout qui est fiable. Une voiture qui est capable d'aller à la compétition, de passer les inspections techniques et de participer, de finir les courses, notamment la course d'endurance qui est la plus compliquée. Il faut savoir que si on finit cette course d'endurance, on est dans le top 10 de la compétition sur les 40 équipes présentes au début, puisqu'il y en a 20 qui se font dégager au début par l'inspection technique et qu'il y en a 5-6 qui finissent sur le bord de la route parce que la batterie a cramé ou parce que la suspension a sauté. Donc voilà, nous
Notre but, c'est d'arriver là-bas avec un design assez fiable, assez simple, et de pouvoir l'améliorer l'année suivante. Peut-être, la saison suivante, par contre, on pourra passer à des choses un petit peu plus, un petit peu plus évoluées. On voit beaucoup en Formula Student parmi les meilleures équipes des monocoques en carbone absolument prodigieuses qui pèsent 15 kg, des châssis entiers, donc avec la carrosserie, tout est inclus, qui pèsent 15 kg, qui présentent une rigidité nettement supérieure aux châssis tubulaires que nous aurons. Des voitures qui présentent également 4 moteurs parfois, un par roue, qui font de la vectorisation de couple, qui utilisent donc des technologies vraiment poussées et qui réussissent bien. Ça sera donc probablement à partir de 2 saisons. Et puis, dans 3 ans, après tout, on fait de la course automobile, c'est pas pour dire que nous ne gagnerons pas. Je pense qu'il faut avoir une vision compétitive. Dans 3 ans, est-ce prétentieux? Je ne sais pas encore. On verra un peu ce qui se passe cette année. C'est un bel objectif qu'on a à se fixer. Les gars, moi je serai plus là de toute façon. Et puis voilà. Maintenant, il est temps pour moi de vous dévoiler la voiture. C'est quelque chose qu'on a attendu depuis très longtemps. Mes collègues n'en ont pas dormi de la nuit. Ils me l'ont dit ce matin. Ça fait longtemps qu'on est là-dessus. On est très très fiers de vous présenter cette voiture qui, honnêtement, est beaucoup plus belle que ce qu'on croyait. Merci beaucoup. We are the first team. We've been working for a year and a half now, and we are now ready to present the car and to race during the summer 2019. We're building a Formula Student car, so it's a single-seater with open wheels on style of a Formula One and Formula E, but it's only built by students and driven by students as well. The team we've built in the last year is now composed of nearly 60 people, really motivated and giving a lot of time into this project. So the goal for the first year is to get some experience on the circuit, on track, to be able to pass all the technical inspections, all the scrutinaries, and to have some reliable car. So it's more about the ability to turn and to reaccelerate very fast rather than going really fast on the whole. The main thing that motivates people in this project is their passion for the motorsport and automotive.
bien voilà, elle est sortie. Nous vous présentons donc Orion, notre première voiture. Vous vous demandez sûrement pourquoi Orion? Simplement puisque Orion est la plus vieille constellation qu'il y a dans le ciel. Et du coup, cette voiture représente maintenant, dans l'histoire de la Lausanne Racing Team, le premier prototype et donc le plus vieux prototype de la Lausanne Racing Team. J'aimerais maintenant, pour terminer toute cette conférence, remercier tous nos sponsors qui nous ont aidés à avancer, notamment le PFL, sans qui rien n'aurait pu arriver, mais également Campus Durable, l'entité écologique de l'EPFL qui nous a permis également de construire cette voiture, le Centre Porsche de Lausanne et son équipe de course, l'Orchid Racing Team, et là, évidemment la commune de Saint-Sulpice qui nous fournit cet espace où on a pu assembler ce fabuleux modèle. Et ensuite, nous avons également énormément de partenaires qui nous fournissent du matériel, qui nous fournissent du financement. Et peu importe ce qu'ils nous apportent, nous tenons à les remercier, puisque tout est aussi valuable pour nous. Et ça nous apporte énormément de bonheur de voir que beaucoup de monde dans l'industrie est motivé et intéressé par notre projet. Et au-delà de les sponsors, j'aimerais faire une mention spéciale pour les amis de la Lausanne Racing Team. Les amis de la Lausanne Racing Team, c'est un programme que nous avons lancé qui permet à n'importe qui de nous faire un don et de participer au financement de cette équipe. Et en à peu près 3 mois, nous avons déjà récolté, grâce à vos dons, près de 7 000 francs. Et c'est quelque chose qui est vraiment formidable. Donc encore un grand merci à tous les amis de la Lausanne Racing Team. Je vous invite maintenant à venir nous rejoindre, à découvrir cette voiture de plus près, à profiter d'un apéritif qui est présent juste derrière et à discuter avec l'équipe qui est présente ici. Je vous encourage vraiment à discuter, ils ont tous une histoire à raconter. Il y a toujours quelque chose de très intéressant à apprendre sur sa voiture qui n'est pas forcément visible. Merci à tous.